bonjour vous autres. Alors, on est le lundi 30 mars et on continue le vlog initialement démarré samedi dernier et ça sera la partie 2 parce que j'avais trop de jasettes dans la première partie puis là, je peux pas vous faire un long métrage d'un coup. Donc, nous revoici dans la suite et fin du vlog livresque de cette semaine. Et la raison pour laquelle, entre autres, j'ai eu tant à jaser, c'est qu'il y a eu bien il y a eu beaucoup de beaux calls dans le dernier vlog, mais aussi parce que je me suis donné un défi aujourd'hui, le 30 mars, et le défi était de commencer et de terminer ces 3 livres qui sont les 3 qui me restent à lire pour, en fait, de ma pièce à lire du Mars au féminin, pièce à lire que j'ai vraiment beaucoup modifié finalement. Et comme le Mars au féminin, c'est jusqu'au 31 mars, donc demain, mais que demain je travaille toute la journée, je me suis dit, faudrait que je termine. Puis ça me tentait, là, c'est pas grave. Dans le dernier vlog, vous allez avoir entendu parler de cette lecture-ci que j'ai juste de terminer. Donc, Les Ombres Blanches de Dominique Fortier. Donc, il m'en resterait seulement 2. Et j'ai entamé en lecture d'accompagnement pendant que je suis allée au bureau de poste chercher quelque chose que je vais vous montrer. Celui-ci qui est Morte Rose de Sarah Lalonde, qui, je pensais, était un genre de road trip entre une petite fille et sa grand-mère, malheureusement, dont la mort était annoncée. Mais là, jusqu'à maintenant, c'est plus comme le deuil de sa grand-maman qui est décédée, comment ça s'est passé, de ce qu'elle aurait voulu faire, puis un retour dans le passé sur comment sa grand-mère l'a préparé, dans le fond, quand même indirectement à cette mort-là. Puis là, on parle d'un road trip, et je ne sais pas ce qu'elle va faire, parce qu'on est déjà rendu à la page 40 ou 42 d'un roman qui en fait 120. Ils sont pas encore partis en road trip. Donc, mais bon. Cela dit, jusqu'à maintenant, la plume de Sarah Lalonde, je l'adore. C'est une plume que j'aime, une plume contemporaine, une plume qui écrit en vers libre, une autrice qui écrit en vers libre. Puis j'aime vraiment beaucoup son mélange de poésie un peu trash. D'ailleurs, son dernier roman par lequel j'avais commencé à la découvrir, qui était son premier roman, je crois, c'est Trash Anxieuse, donc il parlait d'éco-anxiété, entre autres. Puis dans celui-ci, le sujet de l'hypersensibilité est quand même abordé, en plus du gros sujet de la mort et du deuil. Et j'avais décidé que je voulais vous lire quelques petits extraits. Je vais les prendre aux pages 40 et 41 de cette édition-ci qui est chez Leméac Jeunesse, parce que pour vous montrer un peu comment sonne sa plume. De toute façon, on est comme un peu dans ses rappels, ses souvenirs finalement là, qu'elle vit en regard, en fait, en se disant qu'elle aurait peut-être aimé ça ou qu'elle aurait dû être là quand sa grand-mère est décédée. Alors, je vais vous dire, mettons, aujourd'hui, au fond de ton jardin, agenouillée entre tes framboisiers, je pleure encore comme une pleureuse éplorée. À part que moi, c'est pas du fake. Des centaines d'épines m'effleurent et me frôlent. L'une d'entre elles transperce ma peau, mince coulée de sang le long de mon avant-bras. Je reste immobile. Je me dis, si je bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas, la douleur va peut-être aussi finir par stagner, s'évaporer ou s'étioler. Tant qu'être au milieu du jardin, ça serait florissant d'avoir ce pouvoir-là d'étioler la douleur, de la rendre livide, puis invisible. Une goutte de sang tombe sur la première framboise de l'été. Rouge sur rouge, ton sur ton. J'étire mon cou tortu et l'attrape entre mes lèvres. La framboise ensanglantée fond dans ma bouche, s'échoue dans mon œsophage. Une bouchée de douceur sur ma douleur océan. J'aimerais pareil que tu saches que là, maintenant, je pleure un peu moins qu'hier. Tu serais fière, je pense. Hein? Sarah Lalonde, cette plume incontournable. Puis ben là, en fait, en plus, je l'ai écouté en lecture d'accompagnement, ce qui n'est pas l'idéal parce que, bon, on s'entend que l'IA n'est pas nécessairement super bon avec les vers libres, mais c'est juste parce que j'allais à la poste puis je voulais au moins l'entamer, vu que je me suis mis un petit deadline pour aujourd'hui. Mais je vais bien entendu le poursuivre en papier. J'essaie de voir qu'est-ce qu'on a mis là. Ouais. Donc, ceci. Et sinon, mon autre défi, là, je vous rappelle qu'il est aujourd'hui 17h30, ça serait de terminer ce livre que j'ai à peine entamé, donc qui est La première rose de Bloomstone, qui est de Mary Orchard chez Casterman, qui est la suite, qui est en fait un préquel, du premier tome qui est sous les étoiles de Bloomstone Manor. Et dans le fond, dans ce tome-là, comme je vous disais dans le dernier vlog, on va suivre un des personnages principaux, le personnage masculin du premier tome, qui s'appelle Nathanaël.
Nathanael Stone. Puis on va le suivre à partir de son enfance jusqu'à, j'imagine, juste un peu avant, ce qui est équivalent au tome 1. Et pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui a fait en sorte, quel bagage il a vécu qui a fait en sorte que ça l'a décidé à faire ce qu'il a fait avec Bloomstone Manor, comme on le découvre dans le tome 1. C'est un manoir à l'époque quand même victorienne qui propose, disons, une façon de voir la vie assez différente, sans égard aux conventions sociales et sans égard au genre, aux origines ethniques et tout ça. Donc, c'est particulier. Mais évidemment que, sans trop vous en dire, mais Nathanael, en fait, vit une situation qui le met en marge de la société de l'époque. Et ben, j'imagine qu'on va voir comment ça fleurit en lui au fur et à mesure de sa vie, puis comment il va jongler avec ça, comment la société va l'accueillir ou ne pas l'accueillir dans cette différence-là. Voilà. Donc, c'est ça que je suis en train de lire. Et ce que je suis allée chercher à la poste, c'est ceci. J'ai décidé d'investir dans le soutien d'une autrice franco-canadienne, comme elle dit, qui a été connue particulièrement, je pense, pour sa collection de vêtements Muse. Donc, je pense qu'elle s'appelle Angeline. Et elle avait aussi fait un compte Insta, je pense qu'il s'appelle aussi Muse Book Club. Et là, cette fois-ci, elle décide de partir un mail club, donc un club d'envoi de correspondance, mais dans le fond, c'est qu'elle nous envoie les contreparties. À chaque 2 semaines, on va recevoir une contrepartie pendant 1 an. Et cette contrepartie-là, en fait, ce sera un chapitre d'un roman qui va en faire 24, qu'elle a écrit et qu'elle nous partage et qui, au bout de l'année, dans le fond, va finir par se concrétiser dans le vrai roman qu'elle va nous fournir. Donc, je trouve ça super original comme façon de fonctionner. Elle nous fournit, si je me souviens bien, un chapitre plus une illustration, je pense la version audio du chapitre, puis je me souviens plus trop quoi. Donc, écoutez, je suis allée chercher ça à la poste aujourd'hui. Je l'attendais avec impatience, donc je vais vous le montrer. C'est l'enveloppe et le petit seau. Et en fait, ça s'appelle Brambleton Mail Club. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Je suis super excitée. C'est un seau, je pense, autocollant, mais si jamais vous voulez découvrir ça, j'essaierai de penser à vous mettre le lien en description vers... elle a fait un compte Instagram juste pour le Brambleton Mail Club, là. Mais là, je me disais, vu qu'elle est au Canada, c'est ça qui est l'idéal pour moi, parce que moi, dans le fond, il y a plein de choses qui sont intéressantes en Europe, mais quand ça part, là, ça vient du Canada, et moi, souvent, c'est compliqué pour le transport. Donc, je m'excuse, mais j'ai un peu déchiré mon enveloppe, je suis un peu triste, mais bon, je suis un peu comme ça aussi dans la vie. Alors, ça ressemble à ceci. Oh. Puis, ben là, je vais vous les montrer parce que elle le montre amplement, en fait, le contenu de la première enveloppe sur son compte Instagram. Donc, je ne pense pas que ça va divulgacher. Alors, tout d'abord, on a le fameux premier chapitre qui est sous cette forme-là, en forme dépliable. Un peu comme si on avait une missive à l'époque qui était très économe en missive. Donc, papier avec une espèce de, je ne sais pas si on le voit bien, mais une espèce de fond en fleur de lys. Comme ça. Donc, le chapitre 1. On a... ça se passe, je pense, dans une librairie qui s'appelle Cromwell et Cromwell. J'en déduis parce qu'on a une illustration ici de la librairie. Super cool. Vraiment cool. La présentation d'un des personnages qui s'appelle, j'en déduis, Rosabelle Cromwell. Et j'imagine qu'elle est en lien avec la famille. Et accompagné de, ben finalement, le code QR. Je vais vous mettre ça comme ça. Oups. Le code QR pour écouter le premier chapitre. Donc, je trouve ça super le fun. C'est la première fois que je fais ça. Ce genre de truc-là, c'est le genre de truc qui peut m'intéresser. Donc, je vais voir. Là, je le commence puis je vous en parlerai. Alors, voilà, bien contente. J'avais super hâte. C'est sûr que si jamais vous le faites, ce que j'ai compris, c'est que vous pouvez arriver à tout moment. C'est sûr que dès que vous allez arriver, vous allez commencer au chapitre 1. Parce que dans le fond, elle n'a pas lancé ça non plus en janvier. Donc, vous allez toujours commencer au chapitre 1. Donc, vous allez toujours recevoir ce contenu-là. Puis ensuite, une fois que c'est fait, vous allez recevoir les chapitres suivants. Puis, ben, sachez pour information que au niveau de l'envoi, en tout cas au Canada, il y a toujours un décalage. Donc, vous allez recevoir votre premier envoi comme
2 semaines après le premier paiement, parce qu'en fait, l'autre, il faut qu'il s'organise pour... ça devait quand même être une gestion, c'est ça qu'elle parlait sur son, son compte Instagram, parce que dans le fond, il faut qu'elle ait un fichier Excel dans lequel elle sait qui et où, est rendu où pour savoir qu'est-ce qu'elle envoie et tout. Donc, voilà, je suis bien contente. Alors, ben, écoutez, sur ces bonnes paroles, vous voyez, c'est pour ça que je suis obligée de faire 2 parties, parce que je jase tout le temps. Mais bon, ça valait la peine. Sur ces bonnes paroles, je vais aller faire le souper. Je vais essayer de voir si mon copain... ouais, je sais pas si je... Parce que j'aimerais ça pour continuer ma lecture en lecture d'accompagnement. Fait que je vais voir avec mon copain s'il est prêt à manger tout de suite ou pas. Puis sinon, je pourrais terminer ce livre-là. Ça va me prendre... ça se lit tellement vite, là, je dirais. Je l'ai maximum pour une demi-heure. Puis après ça, je pourrais me garder le Bloomstone, la première rose de Bloomstone pour ce soir. Donc voilà. Ben écoutez, je reviens dès que je peux. Et allez, on se poursuit ça. Ce nouveau vlog-là, non, cette nouvelle... cette seconde partie de ce vlog de semaine-là. Et bonjour vous autres. Alors, j'ai terminé la lecture de ceci, qui est juste excellent. Juste parfait. Je suis contente de l'avoir lu. En fait, je l'ai terminé vraiment en lecture papier, ce qui est en fait la meilleure chose à faire, évidemment. C'est parfait, c'est touchant, ça s'en va pas du tout dans un road trip. Ben, c'est un road trip intérieur, là, je dirais. C'est vraiment comment... c'est un roman sur le deuil, c'est un roman sur le lien fort entre deux personnes qui n'est pas nécessairement un lien de parentalité directe. Donc là, on sent ici que la grand-mère est vraiment hyper importante dans la vie de Zoé. Même si elle agit avec elle un peu avec un humour douteux, elle va pas la voir toujours souvent, on sent que la grand-mère, elle aime beaucoup sa petite fille, elle croit beaucoup en elle, même si elle sent que des fois, elle s'égare, elle la remet un peu sur le bon chemin, de façon toujours assez spontanée et sans détour et un peu mal dégrossi, mais c'est ça qui se passe. Puis on dirait que ça permet à Zoé de voir l'essentiel finalement, voir au-delà de la mort, la peur de la mort, la peur de trop s'ennuyer de la personne qui nous a quittés. Finalement, c'est une histoire de mort annoncée, mais pas exactement comme dans la vie, ça peut arriver. Donc, c'est l'histoire d'une grand-mère qui apprend qu'elle est malade, qu'elle a le cancer et que, en fait, elle prépare sa petite fille à son départ. Et finalement, elle tombe en rémission, mais c'est comme pas le cancer qui va nécessairement la faire partir. Donc, on a vraiment cette... Là, je dis adolescente parce que pour moi, elle agit un peu comme l'adolescente, mais je pense qu'elle a peut-être 18 ans, mais elle a toute l'intensité, la porosité de l'adolescence, les émotions à nu, les émotions non peaufinées, mais vraiment juste sincères. La relation difficile avec la mère, mais pas nécessairement difficile avec la grand-mère. Toute cette espèce de... toutes les sortes de façons de vivre le deuil, le sentiment de culpabilité de ne pas nécessairement avoir été là au moment où elle pense qu'elle devrait avoir été là, mais en même temps, le côté qu'elle sait que sa grand-mère, finalement, elle la connaissait bien, puis que, dans le fond, je pense pas qu'elle dirait sans doute de ne pas s'en faire avec ça, puis que c'est pas ça qui compte. Puis un beau revirement de situation à la fin, une belle lueur d'espoir. C'est comme... C'est comme, je sais pas, on dirait une histoire poétique trash de cirque itinérant aux notes discordantes, mais au cœur plus grand que nature. Ça sonne ça comme ambiance. Donc vraiment, ça vaut la peine. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc Sarah Lalonde, comme je vous dis, trash anxieuse, c'était sur les coins c'était. Celui-là, je sais pas trop ce que j'identifierais comme thème principal, je dirais peut-être aussi la transmission, comme la grand-mère a transmis des valeurs en fait à sa petite fille qui font en sorte qu'éventuellement elle peut voir en cette espèce de disparition-là puis ce deuil-là, pas juste une menace du destin, pas juste la fin de quelque chose, mais l'opportunité d'aller voir un peu au-delà puis de voir comment elle peut potentiellement continuer à faire vivre tout ça. Puis c'est pas comme si c'était nouveau, là, on connaît ça, mais là, c'est mis dans les mots d'une jeune adulte qui n'a pas nécessairement pensé à ces choses-là, vraiment, qui va apprendre tranquillement à découvrir des parties des autres qu'elle pensait connaître puis qu'elle connaît finalement peut-être pas tant que ça, et autant des parties d'elle-même qu'elle pensait connaître puis qu'elle finalement ne connaît pas tant que ça, et essayer de trouver une façon de faire la différence à sa façon, en fait, en demeurant elle-même. C'est vraiment comme l'authenticité. Puis
l'authenticité, l'estime de soi, la capacité de créer avec ce qu'on a. On dirait que la grand-mère l'a comme transmis à cette petite fille-là. Mais l'écriture est juste sublime. En fait, il y a certains des vers qu'elle écrit, ben c'est du roman en vers libre, donc c'est pas exactement des vers, mais il y a certains des vers qu'elle écrit. C'est drôle parce que, comme j'ai terminé le Emily Dickinson, ben pas le Emily Dickinson, mais Les Ombres blanches de Dominique Fortier, qui faisait référence à la période posthume après la mort d'Emily Dickinson, la poétesse américaine, et au moment où la sœur d'Emily Dickinson a décidé de prendre les poèmes qu'elle a trouvés dans la chambre de sa sœur puis d'essayer de les faire publier. Bien, on a souvent des extraits de la poésie d'Emily Dickinson, puis il y a un peu quelque chose de ça. C'est comme des vers libres, en fait. C'est des vers libres, Emily Dickinson, puis c'est un peu trash même pour l'époque. Non, parce que bon, elle n'utilise pas des mots comme, disons, le personnage de Zoé, mais il y a comme une parenté, on dirait, c'est spécial, ou ben je vois des liens où il n'y en a pas, mais il y a une parenté dans l'espèce de... C'est une espèce de poésie sans façon. Puis je trouve que dans ce temps-là, c'est là que ça fait vibrer le plus, finalement. Mais c'est vraiment excellent. Si vous ne l'avez pas lu, allez-y. En plus, c'est chez Lemiac Jeunesse, c'est 13,95. Ça n'existe plus, les livres à ce prix-là. Et c'est 120 pages d'extrême qualité, super accessible, bousculant dans le bon sens du terme, avec des émotions auxquelles on croit, des personnages qui sont tout sauf parfaits, qui sont tout sauf en mode le bien et le mal, et on peut vraiment s'identifier à eux. Écoutez, là, quand même, c'est un super bon investissement. En plus, c'est disponible dans les bibliothèques, c'est sûr, parce que ça fait 1 an que c'est paru. Je l'avais acheté. J'ai remarqué, là, ça fait 1 an. La date de parution, je pense que c'est 9 avril 2025. Et on est le 30 mars 2026. Donc, ça fait presque 1 an qu'il attend dans la bibliothèque. Alors, bien contente de l'avoir sorti. Maintenant, il est 20h15. Je pense pas que je vais terminer. Je vais essayer de le lire. En même temps, ça se lit vraiment tout seul. À mon avis, je serais capable de le lire sans doute d'ici minuit. Ce que je vais faire pour mon petit défi de une journée 3 livres, ben, je vais y aller avec. Je vais terminer ma lecture potentielle ce soir, puis je vais faire quelques petits inserts peut-être pour ma vidéo. Vous avez les coulisses du petit truc. Mais je me permettrai quand même de faire peut-être la recension demain quand il va faire clair. Même chose pour vous, parce que c'est sûr que je vais le terminer. Mais de toute façon, demain, on est 31, fait que c'est correct. C'est juste que, comme c'est un livre papier, je ne peux pas le poursuivre en audio, je ne peux pas aller marcher puis continuer à l'écouter. Donc, il faut vraiment que je m'assoie et que je m'y mette. Et ben demain, je travaille. Donc, ben, c'est correct, là. Je veux dire, j'ai quand même du temps encore pour lire, mais voilà. Alors, ben, j'espère que ça vous donner envie de lire ça à la longue, puis on se revoit dès que possible. Hey, bonjour vous autres. Alors, on est le mardi 31 mars et je reviens après une journée de boulot. J'ai le cerveau qui veut exploser, là, mais ça achève. Mais, oh, parce que je vais vous parler de ce livre que j'ai terminé finalement hier à minuit. Donc, techniquement, c'était dans mon blitz de la journée de lecture du mois de mars au féminin. Donc, je vais l'avoir terminé à temps. Et c'est celui-ci, donc, La première rose de Bloomstone. Et là, dans le fond, j'ai lu la 4e de couverture et je me rends compte que la fameuse donnée que je voulais pas vous partager parce que ça vous divulgage une partie du tome 1, mais finalement, il y a à mettre sur la 4e de couverture. Donc, je vais vous en parler parce que sinon, ça sera pas vraiment facile de vous faire vraiment, de vous faire une recension qui a du bon sens. Là. Fait que... Donc, en gros, ce qui va se passer quand je vous parlais de la différence de Nathanael Stone, c'est qu'en fait, c'est un homme qui aime les hommes, donc un homosexuel qui vit par contre à l'époque victorienne, donc il n'y en aura pas de facile. À cette époque, en Angleterre, c'était illégal. Il y avait des peines de prison. Je ne sais pas si c'était prison ou travaux forcés, mais bref, c'était pas... Hein, n'est-ce pas? Et donc, c'est avec ça que doit jongler le personnage de Nathanael Stone. Et dans ce roman-là, on a vraiment... on fait vraiment un plongeon au cœur de lui-même. Donc, de son enfance jusqu'à tout juste quelques années avant que Bloomstone Manor devienne ce qu'il est dans Sous les étoiles de Bloomstone Manor, donc le tome 1, on le voit évoluer. On voit qu'est-ce qui a fait en sorte
que depuis qu'il est tout petit, en fin de compte, il y a comme une espèce une hypersensibilité aux choses, une empathie plus grande que nature et beaucoup trop grande pour son bien. Cette différence-là en regard de la société, donc son homosexualité dans une société hétéronormative au possible, mais qui est aussi une société discriminante également pour d'autres minorités, dont les femmes, les personnes noires, etc., etc. Donc, il évolue là-dedans. Puis, dans le fond, on va le voir tout simplement grandir, aller à l'école. On va se rendre compte que ses parents, quand je vous disais, en fait, ce que j'ai dit dans le petit abstrait Samson, c'est que c'était une espèce d'utopie anachronique parce que ça nous semble un peu tiré par les cheveux joyeux d'un conte de fées, que ce genre de choses-là ait pu exister à l'époque, mais pourquoi pas, dans le sens que il y avait quand même des gens qui étaient des libres penseurs, bien entendu. Il y en avait beaucoup, ça pullulait. La preuve, c'est qu'il y avait une émergence de pensée féministe qui est arrivée à cette époque-là. C'était bien entendu que c'était refoulé, refoulé, c'est gentil comme mot. Mais dans le fond, alors pourquoi cet éveil-là a eu lieu? Bien, en fond, il peut y avoir aussi un éveil général qui proposait des lieux où on pouvait enfin se sentir chez soi. Donc, le fameux principe même de Virginia Woolf de une chambre à soi, qui était contemporaine à ça, mais une chambre à soi, et dans le sens un endroit où on peut être nous-mêmes. Donc, c'est vraiment la quête de Nathaniel Stone de toute sa vie à être lui-même dans une société qui lui impose à tous les instants de ne pas être lui-même, de se méfier de tout le monde parce que, bien entendu, son homosexualité est considérée comme illégale dans cette Angleterre-là. C'est évidemment très remuant. Il y a des sujets, bien évidemment, c'est un sujet qui est dur dans le sens où ça va générer de la discrimination, de la violence. On parle ici d'homophobie dans plusieurs, pas juste dans les paroles. Ce que j'ai aimé pour cette édition-là, c'est qu'ils ont mentionné, ils ont fait un traumavertissement. Mais la façon dont c'est mentionné, écoutez, moi je m'attendais à quelque chose de terrible. Faut pas oublier non plus que c'est du jeune adulte, là, donc c'est. Mais je m'attendais à la pire des choses, mais j'ai bien aimé comment ils l'ont fait. Je sais pas si je vais vous montrer. Donc, ils mentionnent la nature de ce que c'est et les pages qui sont concernées. Donc, à la limite, si vous savez que ça va trop vous remuer, vous pouvez sauter les pages, puis on en parle après, a posteriori. Il n'y a pas... c'est plus évoqué. C'est comme si on était témoin de loin, mais on ne voit pas les détails. On comprend ce que ça va impliquer. Écoutez, c'est super bien écrit. C'est une écriture fluide. C'est une écriture sensible. Dans celui-là, c'est vraiment un roman qui fait la part belle aux émotions, mais aussi à la liberté de penser, à la liberté intellectuelle, à la liberté d'exister et au fait d'assumer ses décisions, d'assumer ses choix. Dans le fond, Nathaniel Stone a eu la chance d'évoluer au cœur d'une famille qui l'a laissé être lui-même sans nécessairement mettre des mots. Là, je pense que les parents comprenaient un peu qu'il était à la limite au moins hypersensible, mais ils l'ont laissé, disons, faire des études, pas nécessairement reprendre l'affaire familiale. Il taquinait par rapport à sa sensibilité, mais il n'était pas non plus en train de complètement toujours l'enfermer dans quelque chose style on va t'obliger à te marier. Il avait bien compris à un moment donné qu'il n'y avait pas de femme qui semblait tourner autour de lui. Donc, comme il y a eu ça comme base, on comprend que ce personnage-là a eu cette base-là qui était pas... Il y a eu une vie familiale qui n'était pas exempte de tristesse, il a perdu sa mère et tout, mais il y a eu cette base-là importante qui lui a permis, je pense, je fais comme s'il existait, c'est pour vous dire, d'évoluer dans cette société-là qui était coercitive en regard de l'homosexualité, puis de son ouverture d'esprit, d'évoluer là-dedans en trouvant la force en lui de poursuivre. Et en constatant, bien entendu, que c'est pas tout le monde qui a cette force-là ou cette possibilité-là. Puis qu'il faut aussi accepter que c'est pas tout le monde qui est capable d'aller aussi loin que, par exemple, lui souhaiterait dans la liberté d'expression, d'être, d'exister. C'est intéressant parce que l'accent est vraiment mis sur l'homosexualité parce qu'on va le suivre dans son éveil à cette prise de conscience-là qui est homosexuelle, à ses premiers émois, ses premiers désirs, ses premières relations. On y va quand même beaucoup. On est dans l'intensité des émotions de l'adolescence, du jeune adulte, donc on est vraiment pas sans demi-mesure. En même temps, puis ça crée des tensions, évidemment, c'est un milieu où il ne faut pas que ça sache. Lui, c'est quelqu'un qui étudie en sciences,
il va avoir une place dans un laboratoire, il va avoir des positions de plus en plus d'autorité. Et évidemment que non seulement par rapport à la société, son homosexualité est considérée comme illégale, mais en plus, il peut tout perdre parce que si quelqu'un soupçonne quelque chose ou le dit, à l'époque, c'était pas vraiment... On prenait pour acquis que il y avait pas de fumée sans feu, donc il peut vraiment tout perdre. Mais il va vraiment prendre des décisions, ça se fera pas sans heurts, et il va se créer une espèce de belle bulle d'ouverture autour de lui. Il va autant mettre de l'avant, comme je vous disais, il met de l'avant la liberté d'exister pour toutes les sortes de minorités, mais ça inclut aussi les classes sociales. Donc, il va développer un lien particulier avec son personnel de maison, c'est son meilleur ami et tout ça. Il va s'intéresser beaucoup à la cause des femmes et tout ça. Donc, c'est super intéressant, c'est vraiment bien mis de l'avant. Ça demeure pour moi un roman jeune adulte. Je pense qu'on est vraiment dans l'intensité de l'adolescence. On n'est pas dans la nuance en même temps. C'est un personnage qui a une réflexion qui est poussée parce qu'il y a une intelligence émotionnelle depuis le début du roman qu'on nous propose là. Donc, ça nous amène quand même à des réflexions intéressantes et stimulantes. Mais au niveau des émotions, ça demeure un jeune homme qui en a encore beaucoup qui se lance à 1000% dans tout. C'est impressionnant. C'était presque, ça me faisait penser presque, mais ça n'a aucun rapport, c'est pas un orphelin ou rien, mais à un Anne la maison Pignon Vert, donc une espèce d'intensité de Anne, mais version Nathanael Stone. Donc j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur. Est-ce que ça serait nécessaire qu'on ait eu ce livre-là après Sous les étoiles de Bloomstone Manor? Pas nécessairement, mais plus ça avançait, puis plus je me disais, c'est intéressant parce que ça nous amène à un autre pan. Dans le Bloomstone Manor, on est vraiment dans la réalité des femmes à l'époque victorienne qui voulaient justement s'émanciper, qui ne voulaient pas nécessairement se marier, qui voulaient apprendre. Donc, on touchait un peu ça, mais comme le passé n'était pas vraiment beaucoup mis de l'avant, on focusait plus sur le côté des femmes. On comprenait qu'il y avait d'autres minorités puis d'autres réalités qui intéressaient Nathanael Stone dans son espèce de démarche d'un lieu ouvert et inclusif. Bloomstone Manor, pardon. Mais je trouvais que l'accent était moins mis là-dessus. Dans celui-là, on est vraiment dans une... C'est presque une romance, mais c'est un roman de passage à l'âge adulte et dans une situation où, disons qu'il n'y a pas le jeu de cartes facile pour le faire. Donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Si ça vous dit, je trouve ça intéressant. Et c'est sûr que est-ce qu'il faut qu'on ait lu le premier avant de lire celui-là? Pas nécessairement. En même temps, il y a quand même des références un peu. C'est sûr qu'on comprend un petit peu mieux qu'est-ce qui s'est passé dans le premier tome. On comprend un petit peu mieux les référents qu'il peut y avoir là-dedans, mais c'est vraiment centré sur l'évolution de Nathanael Stone. Fait qu'à la limite, vous pourriez lire un préquel, puis après ça, Sous les étoiles de Bloomstone Manor. Bref, voilà. Donc, dernière lecture du Mars au féminin. Et qu'est-ce que j'ai reçu? Une précommande! Donc, je vais essayer de vous montrer ça dans une belle enveloppe rose. Une précommande de l'édition Les Malins. Et c'est le tout nouveau livre, le second tout nouveau livre de Sophie Gagnon-Roberge, Sophie Lee. Et c'est son roman pour ados. Je pensais qu'il ne sortait pas avant le 8. Peut-être qu'il ne sort pas avant le 8 dans les librairies. Mais comme j'ai précommandé, je le reçois avant. Je ne sais pas. Je vais ouvrir ça avec vous. Très jolie enveloppe. Édition Les Malins. Il me semble qu'on voit toujours des enveloppes comme ça. Donc, à chaque fois, je fais cette réflexion-là. Vous pouvez trouver que je radote. En tout cas, ça colle très bien. Alors, voilà. Yeah! Alors, c'est le tome 3, hein, je crois. Oui. Le tome 3 de Petit meurtre entre amis de Sophie Gagnon-Roberge. Et on parle ici de apparence. Voilà. Et à l'arrière, ça dit: quand un meurtre est commis au beau milieu de la cour d'école, le portrait est clair. Tous savent qui a tué et qui est mort. Pourtant, les apparences peuvent être trompeuses. Alors que des secrets concernant les adolescents impliqués sont peu à peu révélés, Caleb tente de démêler le vrai du faux, au risque de se mettre lui-même en danger. Trop hâte, trop hâte. Encore une fois, assez aéré. Je pense que j'ai une dédicace, mais je le lirai de mon côté. Donc, bienvenue, le second nouveau Sophie Lee de 2026. Super hâte de lire ça. Alors, ben voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai pas commencé de nouvelles lectures dans ce vlog-ci parce que, vu que j'ai terminé celle-là, n'est-ce pas? Et je vais voir ce que je vais lire pour la suite des choses. Le Mars au féminin se termine aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que j'arrête de lire des autrices. C'est la preuve, j'ai un Sophie Lee, 2 Sophie Lee à lire.
Mais ben, absolument, quand je fais un blitz d'autrices, après ça, on dirait que j'ai soudainement envie de lire plein d'auteurs. Donc, c'est juste, tout est dans l'équilibre, hein, n'est-ce pas? Donc, ben, je vous tiendrai au courant de ce que je choisis de lire. Puis, ben, on se revoit tout bientôt. All right, and I'm going to go ahead and just verify everybody has everything else complete, Launch Director, and if we do, we'll be ready to pick up the poll at that time. Colonels, Lieutenant Generals. Bonjour vous autres. Alors, ben écoutez, je vous prends sur mon heure de dîner en ce jeudi 2 avril. Écoutez, j'ai pas mal tergiversé pour me trouver une nouvelle lecture après avoir fait le blitz de, de lundi dernier. Puis aussi parce que mes semaines étaient ultra pleines, puis au niveau boulot, j'avais pas la disponibilité mentale de gérer ça, disons. Finalement, je me suis rabattue sur une valeur sûre et vous allez sans doute me voir venir. Donc, j'ai décidé de lire la lecture du mois d'avril de Read Christie 2026. Et j'ai nommé Agatha Christie. Donc, la lecture du mois d'avril, c'est Caribbean, j'arrive jamais à dire ce titre-là. Caribbean Mystery. Donc, c'est un Miss Marple. Et c'est un des Miss Marple que j'ai le moins relu. Parce que je me suis vraiment laissée influencer par l'adaptation qui avait été faite de cette histoire-là par la BBC. Pourtant, Jo Nixon, l'actrice qui, pour moi, incarne vraiment Miss Marple, elle était très bonne là-dedans. C'est juste qu'il y avait une espèce d'ambiance glauque et troublée. Puis on dirait que j'étais pas trop... c'était pas trop dans mes tales. Mais l'histoire est quand même intéressante. Je m'en souviens sommairement. Mais je pense que je vais la réécouter. Puis là, je me suis fait un petit plaisir. On se fait les plaisirs qu'on peut quand on a eu des grosses semaines. Non, j'ai pas acheté d'autres livres papier, je n'ai déjà acheté assez la semaine passée, mais je me suis permis d'acheter la version audio de Caribbean Mystery, mais celle qui est lue par Jo Nixon, parce que il y a d'autres versions qui sont disponibles sur les plateformes, entre autres, auxquelles j'adhère, mais c'est les versions qui sont lues par Emilia Fox, puis elle est sympathique, mais j'avais envie d'avoir la voix pour moi de Miss Marple qui me raconte A Caribbean Mystery, donc c'est parti. Pour votre info, ça se situe dans l'espèce de chronologie des Miss Marple avant Nemesis, qui est un de mes préférés pas mal dans les Miss Marple, parce que Miss Marple va y rencontrer, entre autres, Jason Raphael, qu'on va revoir, qu'on va, disons, pas revoir, mais avec lesquels on va entrer en contact un petit peu dans Nemesis. Et c'est encore une fois Miss Marple qui est en vacances, cette fois-ci à Saint-Honoré, payée par son neveu généreux, qui lui paye des vacances un peu pour essayer de alléger sa vie un peu, qu'il considère plate, parce que dans un village, mais on sait tous que Miss Marple est vraiment convaincue que son village, c'est tout à fait satisfaisant parce qu'il y a assez d'humains pour qu'elle arrive à bien comprendre le monde en entier. Et elle va se trouver là-bas, dans une espèce de station balnéaire, et dès le départ, il va y avoir une première mort qui va se passer, qui est un colonel qu'on considère qui a un peu trop parlé, disons. Et en tout cas, c'est ce qu'on comprend, parce que c'est un colonel qui n'arrête pas de toujours parler de ses histoires qu'il a vécues en Inde, et on va comprendre éventuellement qu'il semble avoir potentiellement reconnu quelqu'un, sans nécessairement en avoir parlé aux autres, puis donc à la station balnéaire, et il va mourir, mais il va mourir d'une, je pense, insuffisance cardiaque. Puis c'est un colonel, tout ce qui est le plus typique, un peu, en plus en troisième partie de la vie, un peu lourdeau, haute pression, boit beaucoup. Donc au début, ça pose pas beaucoup de questions, mais éventuellement, Miss Marple va finir par se poser des questions, surtout qu'elle observe vraiment des choses un peu étranges parmi les visiteurs de cette station-là. Donc voilà, donc je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. C'est pas une surprise pour moi, mais ça me fait vraiment du bien de l'écouter. J'ai vraiment l'impression que Jo Nixon, c'est ma petite grand-maman qui me raconte son histoire avec sa petite voix un peu chevrotante, mais quand même bien déterminée. Alors, ben voilà, ben je vais prendre dès que je peux.
bonjour aux autres. Alors, on est le vendredi 3 avril. J'avais congé aujourd'hui et je vous dirais que c'est ma première journée de congé depuis mon gros blitz de travail. Puis, ben, j'étais juste KO, là, je suis allée courir, mais après ça, bon, je suis quand même allée à la bibliothèque, je vais vous montrer ça. Mais j'ai surtout terminé ma lecture audio narrée par Joe Nixon de ce fameux Caribbean, je suis pas capable. Voilà, Caribbean Mystery, donc, on recommence. Caribbean Mystery d'Agatha Christie, donc, qui est un roman qui met en vedette Miss Marple. Et puis, ben, voilà, donc, je l'ai écouté, et ma foi, je vous dirais que ça s'est passé beaucoup mieux que je pensais, c'est-à-dire que j'avais un peu peur, comme je vous disais, de l'ambiance vraiment glauque. Ça fait ça aussi avec un autre Miss Marple qui est, je me souviens plus c'est quoi le titre, mais il y en a un autre des Miss Marple où on a une situation où on essaie de... Il y a quelque chose qui est comme la peur qui habite un des personnages principaux ou secondaires. Puis ça crée une ambiance vraiment comme épeurante un petit peu. Bon, on s'entend, c'est du Agatha Christie, là, on n'est pas dans le gros suspense. Puis, dans les adaptations télévisuelles, ils ont misé là-dessus. Le côté un peu glauque, grinçant, horreur presque. Ben là, c'est pas horreur, là, mais pré-horrifique, mettons. Puis, on dirait que ça m'a toujours comme influencé. Mais celui-là, j'ai quand même trouvé qu'il était très bien construit, finalement. Je sais pas pourquoi j'ai jamais vraiment accroché. C'est intéressant, ça se passe pas dans le village de Sainte Mary Mead, puis ça se passe pas avec les alliés habituels de Miss Marple. Parce qu'elle en a quand même son fameux Sir Henry Clittering, qui est un ancien de Scotland Yard, puis qui a vraiment réalisé qu'elle avait un don pour elle, le côté compréhension de l'âme humaine, puis par capillarité, pas par capillarité, mais en lien direct, évidemment, un don pour être détective amateur, parce que, bon, elle veut pas, est capable de bien lire l'humain, puis elle fait des liens avec ce qu'elle connaît comme type de personnalité qui sont dans son village, puis ça lui permet de comprendre des situations. Donc, ben écoutez, dans ce cas-ci, ça évolue dans plusieurs pistes. Et puis, jusqu'à la fin, Miss Marple n'est pas trop sûre de vraiment avoir pris le bon chemin. Il y a quand même beaucoup d'indices. Quand on connaît la fin, il y a beaucoup d'indices qui sont semés. Mais je pense que c'est parce que je connaissais la fin que j'ai trouvé les indices si évidents. Je suis pas sûre que si on connaissait vraiment la fin, ça serait si évident. Surtout qu'avec Agatha Christie, il y a toujours des choses qu'on nous dit pas. Donc, quelques détails qui sont gardés pour les personnages en tant que tels, ce qui fait qu'on va suivre quand même le fil de l'enquête aux côtés de la personne qui enquête, dans ce cas-ci Miss Marple, en collaboration avec Jason Raphael, qui est d'ailleurs intéressant, c'est un personnage vraiment plus intéressant que je pensais, c'est pour ça que j'avais retenu. C'est un personnage qui est très mal dégrossi, mais super déterminé, puis qui a des limitations. Jason Raphael, c'est quelqu'un qui est très malade, qui a des gros handicaps, mais sa vigilance mentale est toujours là à 100%. Puis lui, il part avec des préjugés contre Miss Marple, puis finalement, évidemment, il va finir par se rendre compte que c'est pas juste une petite mamie qui tricote. Donc, ce duo-là, j'ai trouvé ça super intéressant, la dynamique qu'elle a. Puis, le fait que Miss Marple va quand même est consciente. J'ai trouvé même plus actuel presque. On dirait qu'il est comme... Il me donne l'impression d'avoir peut-être écrit plus tardivement. Là, je sais pas, j'ai jamais regardé, mais ça se peut que ce soit dans ceux qui ont été écrits plus tardivement par Agatha Christie, parce qu'on sent que Miss Marple a conscience qu'elle vient un peu d'une autre époque, mais que ça a changé maintenant, puis que c'est correct. Tu sais, c'est comme... En tout cas, bref, attends un petit peu, je vais regarder c'est quoi. Attends un petit peu. Attendez un petit peu, je vais voir. First published en 1964. Voilà, c'est ce que je pensais. Donc, voilà, donc ça fait de cette histoire-là quelque chose d'un peu plus moderne. On a toutes sortes de thématiques, des imbroglios, encore une fois. Il y a souvent dans Miss Marple des imbroglios de... ben, c'est un peu classique aussi dans les histoires, surtout pour le Golden Age du roman policier, mais il va y avoir des histoires d'amour, qui vont battre de l'aile, d'amour déçu, de jalousie, de appât du gain, les motifs principaux pour les meurtres. Mais dans celui-là, c'est le fun, comme je dis, parce qu'on est dans une station balnéaire, donc elle n'a pas, comme je vous dis, les ressources habituelles, il faut qu'elle se débrouille un peu, il faut qu'elle détermine à qui elle peut faire confiance. Donc, je l'ai beaucoup aimé, finalement, celui-là. C'est pas dans mes Miss Marple préférés, là, mais c'est dans les bons. Je pense que c'est un de ceux que j'ai relu le moins souvent, comme je vous disais. Je pense qu'au total, j'ai peut-être lu 2 fois.
Puis je pense que je vais le relire plus ponctuel, plus fréquemment en fait que les autres parce que j'ai vraiment aimé ça. C'est ça. Comme je vous dis, j'ai aimé Agatha Christie vers la fin, elle essayait beaucoup de choses au niveau stylistique puis au niveau des types de narration. Dans ce cas-ci, on reste quand même dans le Miss Marple standard, mais il y a différents points de vue quand même des personnages. Il y a un duo improbable d'enquêteurs. Donc, on a Miss Marple, mais on a quand même Jason Redfield qui est là. Puis, surtout la conscience, comme je vous disais, du personnage de Miss Marple qui fait un peu des réflexions un peu méta sur elle-même par rapport à l'époque où elle est rendue maintenant, qui est rendue quand même très âgée dans cette époque-là, qui change beaucoup. C'est certaines années 1964. Je ne sais pas si c'était ces années-là aussi dans le livre. C'est jamais vraiment mentionné. C'est toujours un petit peu hors du temps, là, les Agatha Christie. Souvent, on pense que c'est plus la première moitié du 20e. Mais ça pourrait fonctionner parce qu'elle parle de liberté sexuelle un peu. Oui, Miss Marple a ces mots-là à la bouche. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé que il était bien, il était bien tricoté. C'était bien tissé, cette trame-là. Comme je vous dis, je pense quand même qu'il y a des choses qu'on peut voir arriver assez relativement rapidement, mais il y a quand même plusieurs moments où l'intrigue on va avoir certaines révélations qui nous donnent l'impression que les résolutions sont totales et finalement, elles ne sont pas totales. Donc ça, c'est intéressant aussi quand même. Je pense que Agatha Christie travaillait quand même là-dessus. Avant, c'était plus standard là, comme progression. Là, elle faisait quand même, elle travaillait, c'était pas un vrai narrateur non fiable, parce que c'est Miss Marple, fait que c'est fiable, mais elle travaille quand même beaucoup sur la perception du lecteur, que les lecteurs vont avoir des personnages, puis comment son personnage principal va avoir aussi, être dans une situation où elle ne peut pas nécessairement être sûre à 100% des gens qu'elle va côtoyer, dans ce cas-ci, parce qu'elle est en dehors de sa zone, en fait, habituelle, où est-ce qu'elle connaît tout le monde, puis qu'elle a de l'influence et tout. Fait que, fort agréable, si jamais vous ne l'avez pas déjà lu, c'est le Major, comme je vous l'avais mis en vignette. En français, la version de ce roman-là. Je n'essaierai pas de le redire parce que je ne sais pas ce que j'ai avec ce mot-là, mais Caribbean. Le mystère des Caraïbes, c'est ce que ça voudrait dire, mais la traduction littérale. Mais la traduction officielle en français, c'est le major qui parlait trop. Et ça dit beaucoup plus quelque chose, le titre français, que le titre original en anglais. Donc, si ça vous dit, c'est un roman qui est intéressant. Puis, je dirais particulièrement, habituellement, je dis toujours d'aller vers le livre plutôt que d'aller vers l'adaptation. Mais pour l'Agatha Christie, je trouve qu'il y a un bon travail qui a été fait, particulièrement avec l'actrice Jo Nixon dans le rôle de Miss Marple et dans ceux qui ont mis David Suchet dans le rôle d'Hercule Poirot. C'est pas toutes les adaptations d'Agatha Christie que j'ai trouvées intéressantes, mais ceux-là sont relativement fidèles quand même à l'esprit du livre. Mais dans ce cas-ci, j'irais peut-être même pas dans l'adaptation télévisuelle, même si Jo Nixon est super bonne dedans. Je trouve que le restant est comme un peu laisse à désirer. Puis même Jason Redfield, je trouve qu'il est comme un peu limité à... Je sais pas, ils l'ont comme pas trop nuancé, alors que là-dedans, oui, techniquement, de l'extérieur, il a l'air d'être quelqu'un qui a pas beaucoup de nuances, mais on sent qu'il y a quelque chose un petit peu plus, qui va un peu plus loin. Puis on sent vraiment cette relation-là se développer aussi avec Miss Marple. Donc, j'irai avec le livre, en tout cas, moi, si j'étais vous. Donc, voilà ma lecture que j'ai terminée. Et sinon, ben écoutez, je suis allée en bibliothèque pour aller chercher une réservation. Puis j'ai encore rapporté des trucs. Donc, pour clore le vlog, je pense que je vais le clore tout de suite, le vlog, parce que comme c'est la deuxième partie de la semaine, je ne vais pas nécessairement me remettre à lire quelque chose en panique juste d'ici à demain. On va déjà samedi. Puis c'est une fin de semaine. Bon, c'est le congé pascal, donc... ben, on va voir la famille. Je vais voir plus des choses de la famille. Ça se peut que j'ai pas toujours le temps non plus de vous prendre. Donc, je pense qu'on va clore avec ça. Donc, un bocal de biblio. Je vais enlever... je t'avais faire imprimer mes petites couvertures pour mon carnet de lecture. Et oui, ça, c'est les coulisses de mon carnet de lecture que j'ai mis. Donc, je les aurai si jamais je veux faire un petit peu de loisirs créatifs. Et voilà. Donc, ce que j'ai emprunté. Tout d'abord, j'ai emprunté une mini-biographie. J'ai emprunté en pensant à mon copain qui est vraiment un fan de cet artiste-là. Puis, comme c'est une collection qui se concentre sur la jeunesse des personnages connus, bien, je trouvais ça intéressant de voir qu'est-ce qu'elle allait mettre pour cet artiste-là. Et on parle ici de... Je vais essayer de faire avec la lumière. Donc, c'est la collection de Petit à Grand sur Leonard Cohen. C'est publié ici chez La Courte Échelle. C'est une collection qui est initialement prévue en anglais. En anglais? Oui, en anglais. C'est The Little People. Little People? Je me souviens plus c'est quoi en anglais. Little People, Big Dreams.
Mais bon, ça a été, il était écrit ici, mais ça a été en français, c'est traduit ici au Québec chez La Courte Échelle. Et on a donc Leonard Cohen. La seule chose que j'ai avec cette collection-là, comme je vous disais, c'est que c'est toujours la même autrice, qui est Maria Isabella Sanchez Vegara, mais c'est toujours des illustrateurs ou illustratrices différents. Fait que des fois, les personnages étaient intéressants, le texte est intéressant, mais les illustrations peuvent ne pas nécessairement nous interpeller. Dans ce cas-ci, je trouvais qu'elles étaient vraiment intéressantes, les illustrations. L'illustratrice, c'est Agathe Bré-Bourret, ou Bourrette. Donc, je vais vous montrer un peu. On est ici, Leonard Cohen à Montréal. Je vais essayer de vous trouver peut-être une autre comme ça. Alors voilà, donc c'est simplement son enfance avant qu'il devienne le fameux artiste qu'on connaît si bien. Donc, ça. Ensuite, je me souvenais plus si je l'avais lu, mais j'ai trouvé, il y avait le 3e tome d'une série de BD que j'aime vraiment bien. J'avais adoré le 1er tome, le 2e, correct, mais c'est une série qui revoit, en fait, qui revisite, non, ouais, pas qui revisite, mais qui s'amuse avec les codes des contes de fées, puis les personnages des contes de fées, mais comme s'ils étaient tous en âge d'aller à l'école. Donc, ça s'appelle Les racontages de M. Perrault. Voilà, Les racontages de M. Perrault. Dans ce cas-ci, c'est le tome 3. Ça s'intitule Pensée de printemps, parce que c'est un par saison. C'est pour ça que je trouvais que c'est très d'actualité. Et c'est par Pog et Léon, publié chez Dargaud. Donc, voyez-vous, les personnages, c'est ça ici. Là. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Juste des exemples. Il y a Ansel et Bretzel. Il y a Greta, qui est le petit chaperon rouge. Il y a Kipu, qui est un des 3 petits cochons. Il y a Narcolette, qui est la princesse au bois dormant, la belle au bois dormant. Il y a Garou, qui, je crois, représente Peau-d'Âne. Non, il y a Anne, qui est Peau-d'Âne. Garou, je ne me souviens plus ce qu'il fait. Il y a Kibave, qui est un autre des 3 petits cochons. Kipette, qui est un autre des 3 petits cochons. Flamèche, qui doit être la petite fée aux allumettes. Tartarin, ça doit être Tartarin de Tarascon. Puis Chachou, ça me dit rien non plus. Donc, bref. Fait que là, c'est une... comment ça fonctionne? C'est que c'est vraiment les personnages qui vont à l'école. Puis c'est habituellement des historiettes qui se passent pendant l'année scolaire. Puis habituellement, c'est de 3 à 4 pages par thématique. Par exemple, ici, là, vous voyez en haut, question de sécurité. Puis là, vous avez un découpage comme ça. Puis ça met toujours en scène les mêmes personnages. Et M. Perrault, c'est l'enseignant. Donc, voilà. Et aussi, j'ai vu celui-ci. J'aime vraiment beaucoup Olivier Tallec. Puis celui-là, je pense que je ne l'avais jamais vu. Ou je l'ai vu jadis quand il est sorti en librairie puis que je l'ai fait acheter pour la bibliothèque. Mais depuis, je ne l'avais pas feuilleté. 2024. Je l'ai peut-être vu. Je l'ai fait acheter pour la bibliothèque. C'est pour ça qu'il me disait quelque chose. Mais ça avait l'air à aborder la mort pour les enfants. Donc, comprendre le concept de la mort. Donc, je trouve ça intéressant. Je vais vous montrer ce que c'est. Ça s'appelle « Est-ce qu'il dort ?» Donc, d'Olivier Tallec. C'est chez Pastel. Donc, École des loisirs, collection Pastel. Puis, à l'arrière, dans le fond, ce que ça va dire, c'est que ça va être Puck et moi. Je ne sais pas c'est qui Puck puis moi. En tout cas, c'est ces 2 personnages-là qui vont trouver un merle sur le sentier. Et c'est un merle qu'ils vont trouver. Il est tout allongé, il est tranquille. Il dit qu'il devait sans doute dormir. Et ils disent que dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont assis en silence puis ont attendu qu'ils se réveillent. Donc, au fur et à mesure de l'histoire, évidemment, ils vont comprendre que je pense qu'il ne se réveillera pas. Donc, c'est la notion de mort. Mais c'est super intéressant. Puis Olivier Tallec, c'est un créateur qui joue beaucoup avec l'humour. Mais là, pour un sujet comme ça, j'étais super curieuse de voir de quelle façon il allait aborder tout ça. Donc, voilà pour celui-ci. Et enfin, la raison pour laquelle j'allais à la bibliothèque, c'est que j'avais reçu, évidemment, un livre que j'avais réservé, une bande dessinée, qui est en fait le tome 3 d'une série, mais qui est en fait le tome 1 d'un second cycle. Donc, cette série comporte actuellement 3 tomes. Les 2 premiers font partie d'un même cycle, et celui-là, c'est le premier tome du second cycle. Et j'ai nommé Dans la tête de Sherlock Holmes. Voilà. Et c'est d'après Sir Arthur Conan Doyle, évidemment, c'est par Cyril Liéron et Benoît Dahan. C'est chez Ankama. Et c'est la première partie Le cauchemar du Loch Lytton. Donc, le cauchemar du lac Lytton. Puis, si vous n'avez pas connu cette BD-là, c'est super intéressant. C'est vraiment qu'est-ce qui se passe dans la tête de Sherlock Holmes pendant une enquête. Donc, c'est vraiment un découpage assez particulier. Ça demande beaucoup de concentration, évidemment, pour bien le saisir.
Donc, c'est vraiment les enquêtes. Donc, d'après les enquêtes originales de Arthur Conan Doyle. Mais on va être vraiment dans la façon de raisonner dans le cerveau de Sherlock Holmes. Et j'ai toujours aimé ce concept-là. Même si à chaque fois que je le lis, je me dis, ah mon Dieu, est-ce que j'ai l'énergie suffisante pour décoder tout ça? Parce que c'est hyper chargé. Mais c'est chargé. C'est pas que c'est si chargé, mais visuellement, il y a un découpage qui nous demande de porter attention. Puis c'est pas nécessairement un découpage qui est intuitif et volontairement, parce qu'on nous montre vraiment les circonvolutions de la réflexion que Sherlock Holmes a pu avoir dans sa tête. Donc, c'est pas une erreur ou une problématique, c'est juste, c'est voulu. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, finalement. Mais bon, voilà. Puis ça, ben, c'est des BD que j'aurais pu m'acheter. Je pense que j'aimerais avoir à la maison. Mais dans le fond, je finis toujours par les lire à la bibliothèque. Puis je me dis toujours, éventuellement, je me les achèterai. Mais bon, c'est rare que je tombe dessus en usagé. Ou il y a toujours des nouveautés qui finissent par arriver dans mon panier de livres avant que je me rende aux achats de ceux-là. Mais c'est toujours un délice de les découvrir. Donc, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que, comme prévu, je vais clore le vlog ici pour pouvoir le monter tranquillement. Puis, vous le proposer pour dimanche. Puis, ben, la semaine prochaine, on va tomber dans un rythme normal. C'est juste que, ben, cette semaine, comme je vous dis, vu que je me suis fait un petit défi littéraire, un petit défi de lectrice lundi dernier, ben, ça fait que j'avais juste plus de contenu à vous proposer. Donc, ça ne sera pas toujours comme ça, là. Je ne serais pas capable de maintenir ce rythme-là. Mais là, je trouve ça quand même intéressant d'avoir terminé ça avec vous, avec seulement des romans par des autrices, encore une fois, cette semaine, même si on est rendu le 3 avril, mais bon, c'est correct. Agatha Christie est une autrice, donc j'ai fait une espèce de transition vers le mois d'avril en restant dans mes bonnes habitudes. Alors, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire si ça vous dit, s'il y a des livres là-dedans que vous n'avez pas lus, que vous voulez lire, sur lesquels vous avez des questionnements ou que vous voulez juste échanger. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. J'espère que vous avez des bonnes lectures sous la main. Puis on se dit à la prochaine!